Dans cette deuxième partie de la leçon sur la liaison dative, nous aurons trois subdivisions. La première, nous allons donner les caractéristiques de la liaison dative avec un petit résumé de ce que nous savons déjà, et puis aussi quelques enrichissements. Dans la deuxième, il y aura un certain nombre d'exemples bien commentés, et dans la troisième, quelques exercices à réaliser pour la semaine prochaine. Si un atome possède deux électrons célibataires libres, il peut former une double covalence vis-à-vis de l'oxygène. Donc, pour pouvoir se lier avec l'oxygène, il faut que l'atome, qui est en principe un atome non métallique, possède moins de deux électrons célibataires libres, cas auquel il sera obligé de faire une liaison dative. Évidemment, pour pouvoir faire la liaison dative, il faut que cet atome dispose d'au moins d'une paire d'électrons qui est disponible pour faire cette liaison. Pour faire une liaison dative, un élément doit disposer d'au moins d'une paire libre, ce qui veut dire que les éléments des colonnes 15, 16 et 17 sont de bons candidats puisqu'ils ont tous au moins une paire. Ici, vous avez un petit dessin sur la gauche dans le symbolisme de Lewis pour n'importe quel élément de la colonne 15, c'est-à-dire azote, phosphore ou arsenic, donc des non-métaux, et qui ont tous une paire et trois célibataires. Dans la colonne 16, soufre, sélénium, tellure ont deux paires et deux célibataires. Vous remarquez qu'on a enlevé l'oxygène, parce que l'oxygène ne forme pas la liaison dative, il est l'objet de la liaison dative, c'est lui qui va recevoir les électrons. Donc ce n'est pas l'élément candidat pour donner des électrons. Un oxygène ne donne jamais sa paire d'électrons. Finalement, nous avons les halogènes, fluor, chlore, brome, iode, et théoriquement astate, bien que cet élément est tellement radioactif qu'il n'existe pas sur le plan matériel dans le monde, il n'y a que quelques atomes. Ils ont trois paires et un célibataire, donc ils peuvent donner de 1 à 3 paires pour faire des liaisons datives. Nous disions il y a quelques secondes que l'oxygène ne formait pas de liaison dative parce qu'il reçoit les électrons, donc il est l'objet de la liaison dative, ce qui veut dire que la liaison dative se forme exclusivement vers l'atome d'oxygène de la part d'un autre atome de la liste de ceux que nous venons de voir. Pourquoi est-ce exclusivement vers l'atome d'oxygène que se forme la liaison dative? La première raison, c'est que l'oxygène est capable de recevoir deux électrons. Donc vous voyez, nous avons mis ici en vert que la possibilité majeure pour l'oxygène de recevoir ou donner des électrons, c'est de recevoir deux électrons. Le soufre pourrait recevoir deux électrons, le sélénium aussi, mais il leur manque une caractéristique pour pouvoir être capable de tirer une paire d'un autre atome. Ce qui manque au soufre et au sélénium, c'est d'être suffisamment électronégatif, c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'affinité pour les électrons. Ils ont des électronégativités relativement basses par rapport à celles de l'oxygène, et vous voyez, l'oxygène est très proche du fluor en termes d'électronégativité, le fluor qui est le champion, toute catégorie, de l'attirance pour les électrons. Le fluor ne pourrait pas recevoir deux électrons parce que, comme il a déjà 7 électrons, il ne peut compléter sa couche externe que d'un seul électron pour aller jusqu'à 8, tandis que l'oxygène complète avec deux électrons. Donc les deux raisons qui font que l'oxygène est le candidat unique pour la liaison dative, c'est qu'il peut recevoir deux électrons et que son affinité pour les électrons est suffisante. Un premier exemple avec l'anion nitrate. Il est bien en même temps d'étudier la théorie et d'apprendre la nomenclature. Regardez bien la structure de cet anion. C'est un anion polyatomique, il y a 4 atomes. Son nom c'est nitrate et sa formule c'est NO3 avec une charge négative, NO3-. On voit que l'azote, qui normalement a 3 célibataires et une paire, a déjà occupé ces 3 célibataires avec des liaisons covalentes vis-à-vis de l'oxygène. Donc,
il lui reste moins de 2 électrons célibataires libres, c'est-à-dire en l'occurrence pas du tout, et il a une paire pour faire une liaison dative vis-à-vis du dernier oxygène qui est vers la droite. Ici, nous avons l'anion phosphate. Le phosphore, qui est dans la colonne 5 ou 15, tout comme l'azote, a occupé 3 électrons célibataires avec 3 oxygènes, qui peuvent, bien entendu, former des liaisons ioniques vis-à-vis, par exemple, du sodium ou du potassium, avec la charge négative qu'ils ont. La dernière liaison possible pour le phosphore, pour coordonner le 4e oxygène, est de donner sa paire, donc une liaison dative. C'est l'anion phosphate PO4-3. Un grand classique qui va revenir de façon récurrente durant toute notre cursus de chimie, c'est l'anion sulfate, SO4-2. Le soufre a 2 célibataires qu'il occupe avec 2 oxygènes et les 2 paires qui permettent de coordonner les 2 derniers oxygènes. L'anion sulfate a une charge -2 parce que les 2 oxygènes qui sont liés avec des liaisons covalentes avec le soufre ont encore un électron libre pour faire une ionique avec n'importe quel cation avec 1 ou 2 charges ou 3 charges, c'est égal. Voici juste un petit exemple de molécule ionique du sulfate avec le magnésium 2+. On appelle ça le sulfate de magnésium. Toujours dans la catégorie des anions polyatomiques, nous avons ici le perbromate. Le brome, qui est un halogène, a 3 paires. Ayant fait une liaison covalente avec un oxygène, il lui reste 3 paires pour coordonner 3 oxygènes. D'où la formule BrO4-, il y a une charge négative sur l'oxygène qui fait la covalence avec le brome. Dans cette molécule, les 2 atomes de chlore ont occupé leur électron célibataire avec l'oxygène. Ils ont donc leur paire disponible pour de futures liaisons datives. On voit qu'on appelle cette molécule oxyde de chlore 1, et si on regarde bien, le chlore est 1 delta+. Donc on appelle ça oxyde de chlore 1 parce qu'il y a 1 delta+. Ici, 2 atomes d'oxygène supplémentaires sont venus se greffer. Donc, chaque chlore a fait une liaison dative pour coordonner ces 2 atomes d'oxygène. Le chlore passe donc de 1 delta+ à 3 delta+, puisque la dative compte pour 2 dans les fractions de charge, et on appellera de ce fait cette molécule oxyde de chlore 3. Sa formule Cl2O3. Encore une fois, 2 atomes d'oxygène supplémentaires sont venus se greffer et on voit que le chlore utilise sa deuxième paire pour coordonner le deuxième atome. Le chlore passe donc de +3 à +5, 5 delta+. Ces 5 delta+ sont comptés exactement comme des charges ioniques et c'est la raison pour laquelle on appelle ça oxyde de chlore 5, la formule Cl2O5. Finalement, le plus grand nombre de possibilités pour un atome non métallique, pour un halogène, c'est d'occuper les 3 paires et de coordonner, de donner ces 3 paires à 3 atomes d'oxygène. Les 2 chlores fournissent donc chacun 3 paires et il y a en total 7 atomes d'oxygène sur la molécule. La charge partielle du chlore passe à 7 delta+, d'où oxyde de chlore 7. C'est le maximum de liaisons datives que peut faire un atome. 3 liaisons datives parce que 3 paires disponibles. Ici, l'exercice va consister à développer les molécules. Vous pouvez vous inspirer des molécules qui ont été présentées dans ce support vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'atome non métallique, soufre, chlore, brome, etc., va toujours se retrouver
au centre parce que c'est lui qui a le plus d'électrons disponibles pour faire des liaisons. Autour de l'atome non métallique, on aura les atomes d'oxygène et finalement, avec les atomes d'oxygène qui ne font qu'une seule liaison covalente avec l'atome non métallique, on aura l'hydrogène qui viendra se lier à cet oxygène. Sur les modèles qui ont été présentés un petit peu plus avant dans la vidéo, vous construisez les molécules avec les atomes non métalliques et les oxygènes. Lorsque vous avez un nombre impair d'oxygène, il y aura toujours un oxygène qui fait le pont entre deux atomes non métalliques, comme nous avons vu tout à l'heure pour la molécule de Cl2O7 par exemple. Et puis, lorsqu'il y a un seul atome, comme par exemple dans SO, SO2, SO3, c'est toujours S qui est au centre de la molécule. À partir de là, vous pouvez nommer la molécule, puisque si vous établissez les fractions de charge de façon correcte, il suffit de prendre le nombre de fractions de charge de l'atome non métallique pour pouvoir donner le chiffre qui correspond à la nomenclature. Par exemple, si vous avez SO, l'oxygène est moins 2, le soufre sera forcément plus 2, donc on appellera ça oxyde de soufre 2, parce que le soufre est 2 delta+. Voilà, bonne chance à tous et à la semaine prochaine pour le corriger.